Bonjour à toutes et tous, salut au chat, salut Julot, salut Sergio, salut Ishtar, salut Volka, il y a des têtes connues. Nous sommes le jeudi 21 septembre, il est 18h à Paris, il est 16h à Abidjan, il est déjà vendredi à Tokyo, il est 14h à Melbourne, il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch, chez vous dans le chat, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez, bonsoir à toutes et tous, salut aussi Léon, salut Gavark, salut Oslo qui vient d'arriver, salut Oslo qu'on connaît aussi. Chaque jour de l'année, il y a une journée mondiale de quelque chose. Et on pourrait donc, dans ce stream, faire un stream par journée mondiale, en quelque sorte. Il y en a des un peu farfelus, il y en a d'autres qui s'imposent, comme celle d'aujourd'hui, de mon point de vue. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Pourquoi on va en parler ce soir? On va en parler parce que la maladie d'Alzheimer, ça touche directement près d'1 million de Français et que ça concerne 2 millions d'aidants. Dans le monde, la maladie d'Alzheimer, ce sont entre 30 et 35 millions de personnes qui sont atteintes de la maladie. On va en parler aussi parce que la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie de l'oubli et que ça fait peur à 85% de Français. Et pourtant, la recherche avance. On va aussi en parler parce qu'on a tous quelqu'un dans nos familles, parmi nos proches, qui est touché par la maladie. Enfin, on va en parler parce qu'on croit bien savoir ce que c'est la maladie d'Alzheimer, mais qu'en fait, on a pas mal de préjugés, on a pas mal d'idées préconçues. Et que le but de ce stream, justement, c'est de mettre du clair dans ce qui est parfois un peu confus. On va en parler donc avec vous dans le chat, hein, posez vos questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a Zinzin Ouin qui nous a rejoint. Salut Zinzin. Et en plus de vous et de moi qui causons, avec moi dans le studio pour en parler, Augustin Charnet. Salut Augustin. Bonjour. Augustin, t'es chanteur, t'es compositeur. Tu viens de sortir le premier titre de ton projet solo qui s'appelle Please Don't Die. S'il te plaît, ne meurs pas en français. T'as collaboré en tant qu'arrangeur et producteur avec des artistes comme Gaëtan Roussel, Kali, Alain Souchon, Prudence. T'as travaillé sur les BO de plusieurs longs métrages, notamment Revenir, Jeanne, c'est ça? Tout à fait. Et puis surtout, la maladie d'Alzheimer, tu la connais bien et un peu trop bien, puisqu'elle a emporté ta maman printemps dernier. Donc merci Augustin de venir nous parler de ce sujet qui est un peu lourd pour toi forcément ce soir. À tes côtés, Lucie Delorme. Bonsoir. Salut Lucie. Toi, tu es infirmière coordinatrice au service de soins infirmiers à domicile de l'ADMR. L'ADMR, pour faire un peu vite, c'est un réseau associatif de services à la personne. C'est ça, le On peut premier le réseau décrire comme ça, puisque l'ADMR, ça veut plus dire grand-chose maintenant, le sigle. Alors, à la base, en effet, ça touchait plutôt le milieu rural, d'où le MR de ADMR. Aujourd'hui, il y a des fédérations plus urbaines aussi qui se sont créées. Merci Lucie. Pas de problème. Et donc à ta droite et à ma gauche, Emmanuel Cogna, toi tu es neurologue. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, toi tu es neurologue au Centre de neurologie cognitive, tu es maître de conférence des universités, tu es aussi membre du conseil scientifique de France Alzheimer. Exactement. Salut docteur. Merci. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire, mais aussi d'autres fonctions cognitives qui sont liées au langage, au raisonnement, à l'apprentissage. Une maladie qui évolue généralement, malheureusement, vers une perte d'autonomie. Qu'est-ce que c'est une maladie neurodégénérative ? Alors, c'est plein de choses, forcément. On va probablement évoquer c'est plein de choses quand on pose la question au docteur. En général, il faut savoir un peu ce que c'est d'un point de vue biologique. Pour faire très schématique, c'est une maladie qui va faire mourir les neurones du cerveau un peu plus vite que ce qui se passe avec le vieillissement normal, hein, puisque chacun d'entre nous, on perd des neurones depuis déjà de nombreuses années. Mais là, quand on a la maladie d'Alzheimer, on va les perdre un peu plus vite. La particularité, c'est que c'est lié à des lésions qui s'accumulent dans le cerveau et qui vont entraîner tout un tas de conséquences négatives qui aboutissent à cette mort des neurones. Et on sait que c'est une maladie qui évolue sur très longtemps, plus de 20-25 ans en réalité. Alors si on veut faire un petit topo pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, la maladie d'Alzheimer, c'est quoi par rapport à d'autres maladies neurodégénératives? Alors, la maladie d'Alzheimer par rapport à d'autres maladies neurodégénératives, c'est une maladie qui est causée par l'accumulation anormale de deux protéines, deux molécules dans le cerveau, une qu'on appelle le peptide amyloïde. Même quand on n'est pas très intéressé par la maladie d'Alzheimer, on a entendu ce mot-là et on l'entendra beaucoup puisqu'il y a des perspectives thérapeutiques. Et une deuxième qui s'appelle la protéine Tau. Et il y a une espèce de cascade qui se produit à partir de l'accumulation qui débouche sur la mort des neurones. Pourquoi c'est une maladie à part, la maladie d'Alzheimer? Alors, c'est une maladie à part parce qu'elle est extrêmement fréquente. Pourquoi on ne fait pas une journée mondiale de la maladie neurodégénérative, par exemple? C'est un peu le sens de ma question. Alors, je pense que la réponse n'est pas entièrement scientifique, mais il y a une réponse épidémiologique. C'est, comme tu l'as dit, 1 million de personnes en France. Donc, c'est de très loin la maladie la plus fréquente. C'est une maladie qui a longtemps été confondue avec le vieillissement. Donc, il a fallu bien l'individualiser pour qu'on comprenne que c'était une maladie et que c'était différent de la sénilité, chose dont on parlait auparavant. Et c'est une maladie qui
touche en profondeur. Toutes les maladies sont dures, mais elles touchent à des choses qui sont un peu essentielles dans ce qu'on considère l'intégrité de la personne humaine. Donc ne serait-ce que pour ces 3 raisons-là. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a besoin d'une recherche dédiée parce que ces mécanismes sont particuliers. On peut en faire plein d'autres. Augustin, toi, la maladie, elle est arrivée un peu brutalement dans ta famille, puisqu'elle a touché ta maman. Tu peux raconter un peu comment c'est arrivé? Elle est assez présente dans ma famille, comme dans beaucoup de familles. Mon grand-père, donc son papa, elle, l'avait également eu, donc ça peut-être que ça me guette. Je me mets des œillères pour le moment et je profite de la vie, mais mon grand-père avait déjà eu ça, donc on l'avait connu, mais c'était à un âge très avancé, donc c'est un peu moins choquant quand ça arrive à un grand-père qui avait plus entre 80 et 90. Pour ma maman, la particularité, c'est qu'elle était très jeune. Moi, j'ai 28 ans et elle, quand elle l'a eu, c'était il y a environ une dizaine d'années. Donc elle a contracté la maladie, disons que les premiers signes sont apparus quand elle avait seulement 50 ans. C'est jeune. Ouais, ce qui est très jeune, je crois qu'il y a environ 30 000 personnes en France qui sont jeunes avec cette maladie-là. Ce qui est quand même assez peu et ce qui est d'autant plus méconnu parce que, encore une fois, on a l'habitude de le connaître sur des personnes âgées. Je pense que tout le monde connaît un papy ou une mamie qui perd la mémoire. Auparavant, on disait juste il perd la boule. Aujourd'hui, on a vraiment le nom de cette maladie et elle est connue. Pour ma maman, c'était très particulier parce qu'elle travaillait. Elle était enseignante en philosophie, prof de philo au lycée pour des arts appliqués. Donc c'est un métier en plus où il y a beaucoup d'éloquence, où il faut se rappeler de plein de choses, de tous les milliers de livres qu'elle a pu lire. Et on a vu petit à petit Après au début c'est difficile à dire, on peut penser que c'est de la fatigue, on peut penser que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup le burn-out aussi, quand on en a... Il y a 1 milliard de raisons d'être fatigué, de perdre un peu la mémoire. Ensuite ça a été, comme ça s'est accentué, on a fait des tests, ça a été diagnostiqué et donc petit à petit, on a vu la maladie avancer. Donc on habitait à Toulouse à l'époque. Moi, j'étais à Paris. On a décidé de la rapprocher de nous. Donc voilà, petit à petit, c'est une perte d'autonomie. Elle a dû arrêter son travail. Et donc on l'a rapprochée de nous. Et ensuite, à Paris, les choses se sont un petit peu accélérées. Et on a trouvé ensuite un lieu où elle a pu continuer sa maladie de manière un peu plus paisible que ce ne l'était auparavant, parce qu'avant on était dans une situation quand même très incertaine. Et on a pu trouver ensuite un habitat partagé. Parce qu'elle était dans votre domicile, elle était au domicile familial, elle était Ouais, à Toulouse, elle habitait avec son compagnon de l'époque. Donc nous, on était un peu loin d'elle. Donc on y allait de temps en temps, on pouvait constater un peu les signaux, donc c'était un peu compliqué. Mais disons que c'est devenu très réel quand elle a réellement arrêté de travailler. Et puis, et voilà. Et après, ça s'est accéléré à Paris. En préparant l'émission, j'ai rencontré une notion, c'est la notion de deuil blanc. Tout à fait. Donc qui qualifie, alors c'est comme ça que je l'ai comprise en tout cas, c'est un peu c'est la tristesse qu'on éprouve à voir quelqu'un un peu s'éloigner de soi, peut-être jour après jour. Ouais. Ça s'est passé un peu comme ça. Il y a beaucoup de témoignages qui rapportent ça. Ouais, c'est un mot qu'on m'a appris pendant la maladie, que je connaissais pas effectivement, et qui, je l'avoue, m'a fait beaucoup de bien, parce que c'est une maladie qui est vraiment sur le long terme. Quand on est dedans, on ne sait pas du tout comment ça peut... Je pense qu'il y a peut-être des maladies où on sait que ça peut aller très très vite. Alzheimer, c'est quand même un grand inconnu. Ça peut être extrêmement long. Au final, je ne saurais pas dire si moi ça a été particulièrement long, mais c'est dur du coup de se l'avouer déjà. Moi, quand c'est arrivé il y a 10 ans... Une forme de déni, tu veux dire? Tu veux pas voir la personne que tu aimes? Clairement, j'ai démarré dans le déni, j'avais 18 ans. Je me suis dit, waouh, elle a potentiellement la même maladie que mon grand-père, qui avait déjà été très dur, mais là, tu te le prends de plein fouet. C'est très dur à 18 ans de se dire que sa maman est malade et qu'on va la voir s'éloigner de nous petit à petit. Donc il y avait des premières étapes de déni où je me le cachais, où j'ai peut-être perdu du temps avec elle, et c'est dommage, mais bon, c'est des étapes qu'on peut pas réfréner. Et le deuil blanc, quand on me l'a appris, c'était plus tard, mais ça m'a fait du bien de me dire... Finalement, je me détache de l'image de ma maman qui devient tellement malade, ça en devient un peu hallucinant, quoi. On vit des scènes avec Alzheimer qui sortent vraiment du réel. Et ce deuil blanc permet de se dire, tous les beaux souvenirs avec ma maman, je les connais, ils sont dans un état, un lieu dans mon cerveau. Et ce que je connais là, c'est juste une maladie, c'est tragique, je vais tout faire pour l'accompagner, mais c'est plus réellement la maman que j'ai connue. Et je fais le deuil de tous ces beaux moments-là, et je me concentre sur cette phase-là. Malgré cette perte, là je vous pose la question à tous les trois, et malgré cette perte de conscience, c'est des gens qui ont besoin d'être extrêmement entourés. Ouais. Alors qu'on pourrait se dire, dans le fond, ils ne se rendent plus compte de rien, ce qui est peut-être faux d'ailleurs. Non, c'est des gens qui ont besoin d'être en effet extrêmement entourés, que ce soit par des professionnels et aussi par leur entourage proche, qui sont vraiment des personnages clés dans l'évolution de la maladie. Et c'est vrai qu'on sent aussi que Augustin, tu as pris
beaucoup de recul déjà par rapport à la situation et que tu as su justement, et c'est ce que je fais moi dans mon travail quotidien, c'est d'essayer d'accompagner à la fois les personnes qui ont besoin d'aide parce qu'elles sont malades, mais aussi, aussi leur famille et leur entourage parce qu'ils ont besoin de comprendre de quoi il s'agit et de quoi ils courent pour pouvoir les accompagner correctement et pour pouvoir passer au-delà de justement ce que tu décris comme un peu des scènes irréelles, parce que c'est pas facile de voir les personnes qu'on a connues devenir des personnes tout à fait différentes, et tout en sachant que les personnes qu'on a connues, elles sont toujours bien là et que c'est toujours elles qu'on accompagne jusqu'au bout, quoi. C'est quoi les principaux problèmes auxquels on est confronté quand on s'occupe d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer? Je pose pareil la question à tous les trois. Augustin, tu es plus immédiatement concerné, encore que peut-être vous aussi. Chaque histoire est différente, évidemment, et personnelle. Il y a des problèmes généraux qui sont vraiment durs à appréhender, comme évidemment la perte de mémoire et donc tout ce qui en résulte. Donc, en fait, c'est la perte d'autonomie et c'est un peu mise au banc de la société aussi qui est dure, parce que ma maman se retrouve à cause de quelque chose, elle n'a rien fait pour ça, elle n'a pas même eu d'accident ou de choc. Elle se retrouve à ne plus pouvoir travailler, et dans la société, qui dit ne plus pouvoir travailler et plus pouvoir vraiment se débrouiller toute seule, on n'est pas une société parfaitement inclusive malheureusement, et on se retrouve empêché de faire plein de choses. Il y a tout un tas d'activités qu'elle ne peut plus faire si elle n'est pas accompagnée. Et il y a même tout un tas de choses de la vie quotidienne. C'est bête, mais on peut penser à les payer à la caisse si soudainement on met plus de temps à réfléchir. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne telle carte, tel machin. Ou le métro, c'est plus dur de se diriger, etc. Les gens s'impatientent, malheureusement, nous avons une société où tout va très très vite, les gens s'impatientent. Et ça, c'est des choses qui peuvent être dures pour la personne. Et après, il y a toutes les... plus loin dans la maladie, quand la personne ne peut plus répondre à des questions vraiment primaires, plus reconnaître. C'est des choses qui sont, là, pour les accompagnants, extrêmement déroutantes. Parfois, on se met à penser des choses folles. On se dit, mais c'est pas possible, elle le fait exprès. Comment c'est possible qu'elle ne se souvienne pas de ça? Parfois de mon visage, parfois de mon prénom, ça paraît complètement dingue. En fait, c'est une perte de tous les repères qu'on a pu connaître dans la sociabilisation, dans la discussion, dans la dialectique, dans les rapports humains, en fait. Donc, la plupart des choses avec cette maladie deviennent complètement dingues. Et ça peut être vraiment dur à appréhender. Il faut être aidé. Il faut vraiment que les aidants soient aidés. Toi, tu as des aidants? J'ai des aidants et j'ai des personnes malades que j'accompagne aussi, avec toute une équipe pluridisciplinaire. C'est un peu la spécificité du service dans lequel je travaille. Donc on a une équipe spécialisée Alzheimer. On aime bien l'appeler équipe spécialisée d'accompagnement parce qu'on ne prend pas uniquement des personnes qui ont été diagnostiquées. Il y a encore beaucoup d'errances diagnostiques. Il y a pas mal de maladies apparentées pour lesquelles on peut aussi intervenir, et on essaie d'avoir une vision plus globale pour pouvoir venir en aide à un maximum de personnes. Ça représente déjà la maladie d'Alzheimer. Les personnes diagnostiquées, déjà un grand nombre de personnes, mais il y a encore plus de monde que ça a aidé. Donc c'est important d'élargir encore ce spectre-là, à mon sens. Bravo. Merci. Nous, ça a été d'une aide très précieuse de trouver des organismes qui peuvent nous aider. Donc, c'était facile ou pas? À Toulouse, moins. Ça dépend évidemment le côté centralisé de la France, quoi. Il y a des réseaux France Alzheimer un peu partout, qui sont des associations qui mettent ensuite en lien, qui font du travail formidable. Mais à Toulouse, c'est un réseau forcément plus petit qu'à Paris. C'est pour ça qu'on a décidé de faire rapatrier notre maman plus proche de nous. Toute la famille est en région parisienne. À Paris, il y a beaucoup de choses et on a été heureux de trouver des gens comme toi et tous tes collègues, des gens vraiment, comme vous deux, d'ailleurs, tu travailles aussi via France Alzheimer. Et il y a des gens qui font un travail vraiment formidable. Des choses toutes bêtes. Ma maman aimait beaucoup le sport. Elle ne pouvait plus le faire dans un club classique parce qu'on ne va pas comprendre... quelqu'un qui est malade, on n'a pas le temps de s'en occuper malheureusement. En tout cas, c'est pas assez inclusif. Et à Paris, il y a notamment un fameux club de ping-pong à Levallois-Perret, qui est super parce que c'est un club pour personnes retraitées qui n'ont pas de maladie particulière et qui intègre aussi des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Et ma maman, qui est la reine du ping-pong, a pu continuer à travailler son service et son revers avec un coach génial, hyper intelligent, hyper humain, et des retraités qui sont très bien au courant qu'il y a des gens qui ont cette maladie, mais qui jouent contre eux, parce que on peut toujours jouer au ping-pong avec Alzheimer. Enfin, en tout cas, c'est fait de manière super humaine, super intelligente. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça fait partie des choses qui, en tant qu'accompagnant dans la maladie, sont hyper précieuses. Juste se poser sur un banc, voir sa maman s'éclater, être dans la vie sociale, discuter avec des gens, sourire, ramasser la balle, jouer. C'est vraiment des moments super, super forts.
Alors tu parles au sport, je m'adresse plutôt donc là, aux médecins, parce que la maladie d'Alzheimer, on pense surtout à la tête, c'est aussi le corps, il me semble. Alors, pas tellement. En tout Pas cas, tellement. pendant longtemps, la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment une maladie cognitive de l'intellect, de la mémoire, mais pas que de la mémoire. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas tellement. Il y a des personnes qui commencent leur maladie d'Alzheimer avec des difficultés, surtout à trouver leurs mots, à s'exprimer. Souvent, quand la maladie commence à un âge un peu plus jeune, elle est un peu bizarre, augmente encore la difficulté, parce que c'est vrai qu'à 50 ans, 55 ans, souvent, on n'y pense pas, c'est pas facile. Et en plus, quand les symptômes sont un peu inhabituels. Côté du corps, de la motricité, au contraire, c'est relativement préservé. Alors bien sûr, on peut s'affaiblir, mais c'est relativement préservé pendant assez longtemps. Et donc, c'est aussi un canal par lequel on peut faire plein de choses. Augustin parlait du tennis. Il y a eu tout un travail qui a été fait avec la Fédération française de randonnée, parce que c'est à la fois une activité sociale et puis une activité qui ne demande pas forcément de ressources cognitives, mais qui est émotionnellement et physiquement très plaisante. Donc, physiquement, ça marche. Et d'ailleurs, ça peut poser aussi certains soucis, parce que quand on peut se trouver désorienté ou affolé, mais on est valide, et ben, à ce moment-là, on peut se perdre, par exemple, ou autre. Est-ce que pour la personne, il y a aussi probablement, j'imagine, un problème d'estime de soi au fur et à mesure que la maladie progresse? Alors ça fait écho à un élément qui est très particulier à cette maladie, à quelques autres maladies neurodégénératives. C'est un nom barbare, ça s'appelle l'anosognosie. C'est L'anosognosie. Ouais, Il faut que tu expliques. Joli mot. Il faut que tu expliques ce que c'est que Tu mets les l'anosognosie. cadeaux. j'explique ce qu'est l'anosognosie. Voilà. C'est le fait d'avoir du mal à prendre conscience de ses symptômes. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, très souvent, pas toujours, surtout au début de la maladie, mais très souvent, les personnes ne se rendent pas bien compte qu'elles ont des problèmes de mémoire, par exemple, voire même ont l'air de nier qu'elles ont des problèmes de mémoire. Et ça, je pense pour les aidants, en tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je passe beaucoup de temps en consultation, parce que ça peut être déjà que c'est dur de voir son proche comme ça. C'est encore plus dur d'avoir l'impression qu'il fait exprès ou qu'il veut pas reconnaître la réalité. Et c'est important d'expliquer que non, en fait, personne ne fait exprès. C'est juste que c'est pas possible dans cette maladie de s'en rendre compte. Mais paradoxalement, les patients, par contre, souvent se rendent compte des conséquences de leurs troubles. Et donc, ça crée quelque chose qui peut être très, très angoissant pour eux. Tout va bien, mais en fait, tout se passe mal. Et pourquoi ils comprennent pas. Et à ce moment-là, dès qu'on est angoissé, on n'a pas beaucoup de ressources pour faire face à l'imprévu, à l'inattendu quand on a la maladie d'Alzheimer. Donc on devient rapidement anxieux ou déprimé. Et tout ça se ressent sur la sphère familiale. Donc cette anosognosie-là, elle fait que on ne se rend pas compte, donc on ne se sent pas diminué, mais en même temps, si l'estime de soi peut être touchée, parce qu'on voit bien qu'on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait auparavant. Et puis on assiste souvent à une forme de repli sur soi aussi, avec J'allais- les c'est ce que symptômes j'allais te poser. qui avancent, et en fait qui permet aux personnes qui en effet vont pas être capables de reconnaître leurs troubles, mais qui vont bien en avoir conscience qu'il y a quelque chose qui cloche, et qui, pour camoufler tout ça à leurs proches, vont avoir tendance à s'isoler plus que qu'ils pouvaient le faire auparavant, pour se protéger de Pour se ça, protéger du regard des pour se autres, protéger du pour ne pas regard des autres, montrer etc. la maladie. C'est ça. Alors dans le chat, je fais une pause de chat, pardon, hein. On a Léon qui nous dit le décès prématuré et le burn-out chez les aidants, quelle que soit la maladie concernée, c'est plutôt impressionnant et quelque chose qu'on ignore souvent lorsqu'on n'est pas directement touché, personnellement ou professionnellement, c'est vrai. Oui, absolument. On a Rudolf qui dit merci, la rédac de France Info, pour nous proposer un sujet aussi intéressant. Bah écoute, c'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Et Rudolf qui nous dit que le lien du Didi est invalide. Ben, on va te reposter le bon lien. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe pour communiquer avec un malade, avec une personne malade? Comment on communique avec une personne malade? Alors, on communique avec Et ma une... question est mal posée, puisqu'il y a plusieurs niveaux, enfin plusieurs stades dans la maladie. Alors, je pense qu'il faut de la transparence dans le discours qu'on a. Souvent, on fait face à des répétitions dans le discours de la personne qu'on a en face de nous. Et il faut être capable d'avoir de la patience. Et s'il faut répéter 5 fois la même réponse à la même question, il faut répondre 5 fois de la même manière, avec le même ton de préférence. C'est pas facile quand on est aidant, parce que justement, parfois on est quelque part agacé parce qu'on a l'impression que la personne qui est en face de nous fait exprès. C'est difficile de passer
passer ce stade-là. Une fois qu'on l'a passé, ça facilite vraiment les choses. Et même s'il y a des choses qui clochent, il y a quand même encore une part sensitive qui est très efficace chez les personnes qui ont ce genre de maladie. Et donc, elles perçoivent très bien le ton qu'on emploie et ce genre de choses qui permet aussi d'ouvrir certaines portes et d'éviter de braquer la personne qu'on peut avoir en face de soi. Donc, je pense que ça peut faire partie déjà des clés pour communiquer avec elles. Il y a un écho chez toi, Augustin? Non, tu l'as très bien dit, je suis tout à fait d'accord. C'est dur de savoir ce que les personnes pensent, donc c'est dur de savoir comment leur parler. Et du coup, alors moi, ce qui était particulier, c'est que ma maman, c'était pas vraiment le perroquet, entre guillemets, dont on a parfois l'habitude. C'était plus le cas avec mon grand-père. Au contraire, elle parlait très peu. On pensait plutôt que c'était de l'aphasie au début, d'ailleurs, parce qu'elle s'est mise à se renfermer beaucoup et à beaucoup moins parler. Donc c'était assez troublant. Donc il y avait moins cet effet de boucle, même s'il existait aussi. Évidemment, il faut de la patience, de la bienveillance. Il faut répéter, il faut aimer répéter les choses. Ça devient un petit jeu. Mais alors moi, le truc que j'ai développé, vu qu'elle parlait moins et auquel j'avais pas vraiment pensé, c'est le toucher. Parce que, alors écoute, il y a justement Léon qui dit: de mon expérience, j'ai observé une grande sensibilité des personnes malades d'Alzheimer à la communication non verbale, aux gestes, au ton utilisé, au toucher, presque plus qu'aux mots employés. C'est ce que exactement, en fait. Nous, on n'était pas une famille en plus particulièrement tactile, câlin, etc. Enfin, pas plus que la moyenne. Mais j'ai développé du coup cette arme fatale au lieu d'essayer de faire des discussions sans queue ni tête, je me suis mis à lui faire beaucoup plus de câlins, des petits massages. Quand je sentais qu'elle stressait, à plus la prendre dans mes bras, à l'aider. Ça l'aidait énormément. Je pense que l'hypersensibilité développée par la maladie, le fait de cette énorme frustration, je pense que ça lui faisait beaucoup de bien de ressentir par le toucher ces choses-là. Je l'avais fait avec mon grand-père déjà, ça m'était venu à l'EHPAD quand j'allais voir mon grand-père, je lui faisais beaucoup de câlins, juste je lui prenais la main, je lui serrais la main fort, et je sentais qu'il me le rendait, alors qu'il me rendait rien par la parole à la fin. Donc je pense que si les gens n'ont pas encore développé ça avec les proches qui ont Alzheimer, faites-leur plein de câlins, et vous allez communiquer comme ça en fait, tout simplement. C'est une autre manière de communiquer. Il y a Soujin qui dit: je travaille en unité sécurisée, nous on utilise le regard, le toucher et parler de ce qu'ils ressentent et ça aide beaucoup. C'est ce que tu constates dans ton quotidien. Toi aussi probablement. Oui, absolument. Je pose la question à tous les trois. Hein. Vous êtes effectivement, nous on est en consultation familier de la maladie. On est en consultation médicale, c'est un peu plus formel et je pense que c'est important que les médecins sachent un peu briser le cadre. Moi, je vois, j'ai certains patients qui malheureusement ont une maladie assez avancée et qui sont extrêmement anxieux en entrant dans mon box de consultation. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, pourquoi on les force. Et effectivement, s'asseoir à côté d'eux et faire la consultation sur un mode un peu plus informel, ça change absolument tout. Ce d'autant qu'on peut être parfois amené à parler beaucoup justement avec les dents parce que c'est très important de prendre compte et au bout d'un moment malheureusement c'est les dents qui apportent le plus d'informations, ouais. Mais pour autant on a notre patient et il faut garder avec lui le lien qu'on peut maintenir. C'est très, très important je pense en tant que docteur. On peut vivre en autonomie longtemps quand on est malade? J'ai pas l'impression qu'il y ait de normes sur Ça dépend de chaque cette question. Ça malade. dépend de chaque personne. Aujourd'hui, on sait comment la maladie évolue, donc on sait aussi mieux prévenir les complications qui peuvent survenir, notamment au domicile. Ça peut durer des années, ça peut être très rapide, il peut y avoir des éléments déclencheurs qui vont accélérer l'avancée de la maladie. Je pense qu'il n'y a pas de réponse type à cette question. Je pense que c'est le moment de parler d'une chose qui est super importante, c'est que la maladie a changé. C'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Il faut que tu expliques ça. Voilà, en fait, il y a 20 ans, et malheureusement, c'est encore ça un peu dans l'imaginaire des gens, c'était la maladie de la personne très âgée qui était complètement, on va dire, gaga. Hein, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est un processus qui, comme je le disais tout à l'heure, s'étale sur 25 ans. Au début, il y a les lésions qui commencent dans le cerveau. Et il ne se passe rien, hein, on ne voit rien. Et puis petit à petit, les neurones commencent à mourir. Et quand on perd quelques neurones, il ne se passe toujours rien. On en a un stock suffisant pour normalement tenir jusqu'à 100 ans. On a combien de neurones, docteur? Je ne saurais pas dire le chiffre exact. Arrive un moment où les tout premiers symptômes apparaissent. C'est rien, ça pourrait, comme l'a dit Augustin, être un peu de fatigue simplement. Un peu, les patients viennent souvent en disant comme tous les amis de mon âge. Et puis après, les troubles s'accentuent un tout petit peu plus et puis ils deviennent suffisamment francs pour qu'on puisse les détecter avec nos tests. Avant, la maladie est là, elle donne des choses. Les patients parfois se plaignent, disent non docteur, j'étais pas comme ça avant, je vous le promets.
Et on est bien obligé de leur faire confiance. Ils le disent, on les croit, mais nous, avec nos tests, on n'est pas capable de le détecter. Et puis après, ça avance, on devient capable de le détecter, mais quelqu'un qui n'est pas spécialiste et qui n'a pas fait passer des tests se rendra compte de rien, absolument rien. Et ensuite, ça continue d'avancer un petit peu, jusqu'à ce qu'à un moment, ça vienne interférer avec ce que la personne est capable de faire. Et là, on entre dans le stade qui était auparavant la maladie d'Alzheimer. Et là, ce que j'ai décrit juste avant, c'est au moins 10 années. Donc finalement, et c'est déjà la maladie. Et c'est déjà la maladie. En fait, la maladie aujourd'hui, c'est un processus biologique qui se passe au niveau du cerveau. C'est plus un état dans lequel on se trouve. Donc on remonte le temps, entre guillemets, et on a des méthodes diagnostiques maintenant qui permettent de diagnostiquer très très précocement. Et grâce à ça, on a des avancées thérapeutiques qui arrivent parce que on sait que c'est à ces stades très très précoces qu'il y a des perspectives de traitement. Je propose qu'on les développe. Il y a Oslo du Lac qui demande s'il y a un âge où il faut commencer à faire des tests, notamment si on a eu des cas dans notre famille, comme certains cancers, précise-t-il. Bon, il y a deux questions dans la question. C'est à quel âge il faut peut-être aller faire des tests, quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter, et peut-être quel est l'indice qui pourrait, moi, Ludo par exemple, me faire dire tiens, il faudrait peut-être que j'aille voir Emmanuel à son cabinet. Alors la seule question à laquelle il est facile de répondre, c'est ça n'a aucun intérêt dans l'état actuel de la science de faire des tests pour faire des tests. Si on n'a pas de plainte, si on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal, et si nos proches, parce que ça compte, comme je disais tout à l'heure, parfois on ça, ce sont les proches. Donc si les proches sont d'accord qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune raison d'aller faire des tests. Par contre, quand on commence à se plaindre, à sentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait, surtout si les proches corroborent, et bien sûr si on commence à avancer en âge, plus on est âgé, le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. On peut avoir la maladie très jeune, malheureusement, mais plus on avance en âge, plus le risque est élevé. On considère que après 85 ans, il y a à peu près un quart des personnes qui ont des lésions de la maladie d'Alzheimer dans le cerveau. Alors elles la développent pas nécessairement, puisque si c'est 20 ans, elles ont le temps d'arriver après 100 ans sans avoir vraiment de symptômes. Donc ça, c'est sûr que non. Maintenant, exactement les symptômes qui sont les points d'appel, ça, c'est très difficile parce que les symptômes sont très variés, surtout au stade très très précoce de la maladie. Ce qu'on dit, et ça fait peur, c'est que ce qui est le plus souvent touché, c'est la mémoire des faits récents les plus anodins. Le menu de la veille au soir. Je ne sais pas si tu te souviens ce que tu as mangé hier soir. Oui, oh mon Dieu. Voilà. Oui, mais j'ai dû chercher. Ce genre de choses-là, bien sûr, ça c'est très anodin, mais si on commence à avoir oublié la dernière fois que les enfants ou les petits-enfants sont venus à la maison, c'est ce genre de petites choses-là. Ça ne sera jamais les connaissances. Il y a des personnes qui conservent leur savoir encyclopédique pendant très longtemps, malgré le fait qu'elles ont la maladie d'Alzheimer. C'est une autre forme de mémoire. Voilà, c'est stocké ailleurs. En fait, on dit la mémoire, mais en fait, on en a au moins 5 à 10 types différents qui fonctionnent via des circuits différents dans le cerveau. Mais en tout cas, c'est cette mémoire-là qui est touchée au premier plan habituellement. Donc voilà, on ne peut pas dire plus que ça. Souvent, quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nos proches sont d'accord, c'est qu'il faut faire quelque chose, même si c'est quelque chose de très léger. Yaneli qui demande la réponse. Donc oui, c'est héréditaire, en partie. Alors, la réponse est plutôt non. Ah, et plutôt non. Alors, pardon, je me suis avancé, je ne suis pas médecin. Plutôt non. La réponse est plutôt non, ça n'est pas héréditaire. Voilà. Okay. On considère que les formes héréditaires au sens propre, c'est-à-dire la personne malade est porteuse d'un gène qui cause la maladie. Si elle est porteuse de ce gène, la maladie se développe et elle est susceptible de donner ce gène à une partie de sa descendance. C'est 1% des patients. Alors bien sûr, c'est donc ça n'est pas héréditaire. Significatif, mais ça représente peu de personnes sur le total des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Après, il y a des facteurs de risque génétiques, ce qui fait qu'il va y avoir des familles où il y aura plus de maladies d'Alzheimer, comme il y a des familles où il y a plus de cancers ou de maladies vasculaires, mais c'est pas parce qu'on portera ce facteur de risque qu'on développera nécessairement la maladie. Donc on ne peut pas dire que c'est génétique au sens propre. Dans ton quotidien, tu rencontres quel type de personnes? Comment ça se passe? Quel est ton quotidien, Lucie? Alors plus généralement, ce sont tout de même des personnes âgées parce que ça représente la majorité des personnes qui sont touchées par la maladie. Parfois, il peut arriver aussi qu'on rencontre des personnes un peu plus jeunes, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Mon quotidien, c'est avec mes différents collègues ergothérapeutes, psychomotriciens, ASG, donc c'est des assistantes de soins en gérontologie qui sont des aides-soignantes spécialisées pour ce genre de pathologie, pour accompagner
les personnes qui en sont touchées. Et donc, on essaie de mettre en commun un peu toutes les compétences qu'on peut avoir pour donner des clés. Nous, on intervient plutôt à un stade léger à modéré de la maladie sur 3 mois. C'est assez court. C'est à raison d'une fois par semaine, pendant Donc une pendant heure à 3 peu mois, près. tu suis quelqu'un, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et on essaie de proposer des solutions, soit pour maintenir les compétences qui sont encore conservées. On identifie aussi celles qui sont altérées et qui posent problème dans le quotidien, puisqu'il peut y avoir des choses altérées qu'on n'utilise pas. Et donc, dans ce cas-là, ça pose pas de souci. On fait bien la différence avec ça. Et puis, on propose des relais vers d'autres structures qui, elles, peuvent être sur des prises en charge qui sont plus longues. Par exemple, des centres d'accueil de jour où il y a des stimulations plusieurs fois par semaine qui peuvent être sur des journées complètes, où les personnes sont accueillies avec d'autres personnes qui ont également des troubles. Ça permet aussi d'avoir des échanges, ça permet d'avoir un suivi plus rapproché et les aidants sont toujours informés de ce qui se passe au plus près de leurs proches, quoi. Et alors, pardonne ma question, pourquoi c'est 3 mois? Alors, Pour des raisons de budget peut-être ou des... pourquoi c'est 3 mois? Pourquoi Parce 3 mois que et pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 3 ans? Parce que tout ça, c'est défini par un cahier des charges. D'accord. C'est une cellule qui a été... ces cellules-là qui sont plusieurs Dans centaines. ma question, c'est pourquoi il y a un début et une fin en réalité. Alors parce qu'on peut pas être là, Ouais. on peut pas être là éternellement et surtout parce qu'il y a un moment où on arrive à un stade de la maladie où notre action n'a plus d'efficacité. D'où l'importance, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir réaliser rapidement et la recherche nous permet de le faire aujourd'hui, de pouvoir dépister plus tôt la maladie d'Alzheimer parce que plus on va intervenir tôt, plus on pourra espérer des bénéfices avec nos prises en charge. Quand c'est des découvertes très tardives, parce que pour différentes raisons, soit les personnes ont été isolées et du coup les proches ne se sont pas alertés, soit ça a été très bien camouflé pendant des années et puis d'un coup il y a quelque chose qui fait qu'on réalise et parfois ça peut être trop tard. Et là, tu n'as plus de levier très On n'a fort. plus de levier pour intervenir à ce moment-là. Donc, il y a d'autres relais qui peuvent être envisagés. Ce que tu disais tout à l'heure, notamment par le toucher, il y a aussi ce qu'on appelle des gérontopraticiens qui pratiquent beaucoup par le toucher. Et eux peuvent prendre le relais à des stades peut-être plus avancés, même s'ils peuvent déjà commencer à intervenir à un stade léger ou modéré. Derrière, il y a d'autres personnes qui prennent le relais, quoi. Quand même, heureusement, votre intervention est renouvelable tous les ans, tant Tous que les ans. le patient peut en bénéficier. Tous les ans. D'accord. En fait, on commence par une évaluation qui nous permet d'estimer si la personne rentre dans les critères pour lesquels on peut agir. Et chaque année, on peut réitérer l'évaluation et les interventions jusqu'à ce que, malheureusement, la maladie est trop avancée. Je te voyais acquiescer, Augustin? Non, oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a, de l'extérieur, c'est dur de se rendre compte, mais il y a vraiment des stades très clairs quoi, dans la maladie, où effectivement, dans un premier stade, on cherche vraiment à faire du maintien à domicile pour que la personne reste le plus longtemps chez elle. Donc il y a tout un travail d'équipe médicale qui va venir. Il y a un moment où ça devient compliqué, donc on passe sur autre chose. Nous, on a fait appel du coup à des hôpitaux de jour, où il y a des accueils de jour, il y en a plusieurs, enfin en tout cas... À Toulouse, là c'était à Paris en l'occurrence. À Paris, il y en a plusieurs. Où là, c'est des équipes qui viennent prendre les personnes la journée, leur proposer plein d'activités. C'est en général vraiment, vraiment bien fait. C'est des petites équipes. On en a rencontré plusieurs à Nation, à La Défense, où franchement, les gens étaient vraiment super. Puis il y a plusieurs praticiens ou il y a plusieurs personnes malades et des praticiens? Il y a plusieurs personnes malades et des praticiens et des intervenants. Ils font toutes sortes d'activités qui leur permettent de rythmer leur journée, quoi. Puis ensuite, à un moment, et c'est ce que tu expliquais aussi, où même ça devient impossible en fait. Et donc c'est d'autres équipes médicales qui doivent prendre le relais et d'autres structures. Et nous, en l'occurrence, c'est là on est tombé sur l'habitat partagé. Je sais pas si je développe maintenant sur ce sujet. Je voulais qu'on en parle après, mais on peut tout à fait en parler maintenant. Si. On a souvent l'impression qu'une fois que la maladie est trop ingérable, la seule solution proposée en France, c'est l'EHPAD, qui est un peu le cauchemar de toutes les familles. D'autant que les EHPAD ne sont pas forcément prêts à accueillir... c'est peut-être un deuxième sujet dans le sujet. Mais... Déjà, en plus, ma mère n'était pas éligible, entre guillemets, aux EHPAD de par son âge. Donc nous, on se retrouvait face à une sorte de... Parce qu'elle était trop jeune. Ouais, parce qu'elle était trop jeune. À l'époque, elle devait en avoir 56, 57. On se retrouvait face à une impasse terrible. Donc on savait pas trop quoi faire. Et on est tombé avec beaucoup de recherches sur les nouvelles
les nouveaux lieux qui ont pu ouvrir face à Alzheimer. Donc notamment autour de Paris, de grand nombre d'habitats partagés, je crois, et un système, un mode de vie communautaire entre guillemets qui vient notamment du nord de l'Europe où c'est beaucoup plus pratiqué là-bas. Il en existe plusieurs à Rueil-Malmaison et là en l'occurrence nous c'était à L'Haÿ-les-Roses où un lieu a ouvert avec ma maman, ça a été une des premières locataires. Donc c'est une coloc de personnes malades c'est non médicalisé, donc il n'y a pas de seringue, il n'y a pas d'équipement lourd, quoi. Donc ça donne l'impression que c'est comme leur maison, avec bien sûr une équipe qui est autour d'eux. Et ils habitent là, ils ont chacun leur chambre et leur vie est rythmée par plein d'activités également, mais c'est que des gens qui ont des maladies apparentées à Alzheimer. Donc ils étaient 5 ou 6 dans la maison, quoi. C'est pas 80 comme dans les EHPAD, on peut avoir l'habitude. Et ça a été pour nous extrêmement précieux de par la qualité de l'équipe médicale, la bienveillance et le fait qu'on puisse, ma maman puisse avoir jusqu'au bout une maison, quoi, une vraie maison. C'est des établissements dans lesquels vous intervenez une ou l'autre? J'ai jamais eu l'occasion d'intervenir dans ce genre d'établissement. Nous, on intervient au domicile. En fait, ce dont tu parles, c'est un lieu de vie. Donc, on pourrait tout à fait imaginer intervenir dans ce genre d'habitat. Ce ne serait pas un frein, en fait, à la prise en charge. De mon côté, ça se passe à l'hôpital. Il faut faire venir les gens, ce qui est d'ailleurs un problème. Malheureusement, il y a des structures mobiles de plus en plus, mais pour le suivi, le pilotage, ça se fait à l'hôpital et parfois c'est problématique. La téléconsultation, la Covid a eu du bon, ça a mis en place de la téléconsultation et de plus en plus on peut faire ça, par exemple dans les EHPAD, sans... voilà. Téléconsultation qui a peut-être débloqué aussi plein de gens dans la démarche, je suppose. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que pour le bilan initial, on a besoin de se voir, d'examiner, mais pour le suivi, c'est très pratique. Comment on peut ralentir la maladie? Plutôt au médecin, mais si vous avez peut-être votre avis. Alors ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, si on doit être franc et honnête, aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est-à-dire, on ne sait pas ralentir le processus qui se passe au niveau du cerveau, on n'a pas les moyens. Maintenant, les témoignages qui viennent d'être apportés viennent, entre guillemets, apporter un contraste, parce qu'il y a une différence, on le sait très bien, entre les lésions qu'il y a dans le cerveau, leurs conséquences sur des tests qu'on ferait, est-ce que votre mémoire est à 100%, à 30%, et les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne. Et finalement, c'est ça qui compte à la fin. Et là, il y a plein de leviers d'action, et vous venez d'en citer plein. Les lésions avanceront pour leur propre compte, la baisse des facultés, ça sera pareil, mais par contre, on pourra faire en sorte de mettre en place un certain nombre de mesures d'intervention qui vont faire que malgré ces difficultés qui augmentent, la personne pourra continuer de vivre une vie qui est la plus proche de celle qu'elle souhaite vivre. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais probablement dans un futur proche, puisque c'est des résultats de la recherche de l'année dernière, on aura des traitements qui ralentissent l'évolution de la maladie. Oui. Et dans le désordre, mais c'est très bien, parce que comme ça on a une continuité. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Ça fait plus de 20 ans qu'on cherche un traitement qui puisse influer sur l'évolution de la maladie, et on s'est beaucoup cassé les dents. Et là, coup sur coup, en 2022, il y a 2 molécules qui ont la même approche, c'est-à-dire que c'est des anticorps, c'est la famille des immunothérapies, on en entend beaucoup parler depuis plusieurs années, par exemple dans le domaine du cancer, des anticorps qui vont être capables de reconnaître cette fameuse protéine amyloïde dont je parlais tout à l'heure, celle qui s'accumule en premier dans le cerveau. Et comme ils vont s'accrocher dessus, ça va déclencher l'activation de notre système immunitaire, celui qui nous permet de nous battre contre les bactéries ou les virus, et ça va aller nettoyer les lésions au niveau du cerveau. Donc elles disparaissent. Et on sait désormais qu'avec les bonnes molécules de ce type, si on les administre suffisamment précocement, au stade vraiment très très débutant de la maladie, eh bien on est capable de ralentir l'évolution. 25 à 35% selon enfin il y a 2 traitements, c'est cet ordre de grandeur-là sur une période de 18 mois. Voilà, donc on espère bien sûr que maintenant ces traitements vont être approuvés. Il y a quand même certaines limitations, c'est que 25 à 30%. Enfin, certains disent ça, c'est que. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup par rapport à rien. Il y a quand même une autre limitation, c'est que c'est des traitements qui ne sont pas du tout anodins, avec des complications parfois sérieuses, rarement, mais parfois sérieuses. Donc, il va falloir que ce soit des prescriptions très encadrées chez les personnes éligibles, mais on espère vraiment que ça va être bientôt mis sur le marché et qu'on pourra en bénéficier. Est-ce qu'il y a des terrains plus favorables que d'autres pour développer la maladie? Pour développer la maladie,
Alors, La voilà. question est peut-être imbécile. Hein, Pas du tout. Non, au contraire. Il y a bien sûr des terrains un peu génétiques, comme on l'a dit, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Finalement, un concept très, très utile, c'est celui de la réserve cognitive. Si on a un cerveau qu'on a pu maintenir en très bonne santé, parce que on a été très modéré dans la consommation d'alcool, parce qu'on a eu la chance de ne pas faire d'AVC, parce qu'on ne s'est pas cogné la tête 50 fois dans notre vie, et parce qu'on a eu une activité intellectuelle très riche pendant notre vie, et des rapports humains, parce que les contacts sociaux comptent beaucoup, on a un cerveau qui est, entre guillemets, j'allais dire, optimisé. Il a un bon nombre de neurones, il n'en a pas trop perdu, et il a fait plein de connexions entre ces neurones qui renforcent son efficacité. Et quand vient la maladie, elle est là, elle évolue pour son propre compte, c'est ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais elle évolue dans un cerveau qui est en meilleure santé et qui est, entre guillemets, mieux capable de l'encaisser. Donc, d'où tous les conseils qui sont donnés. Et ça reste vrai au moins pendant les premiers stades de la maladie. Et vraiment, un des premiers messages, c'est non, on a diagnostiqué la maladie, mais en fait, aujourd'hui, c'est différent, bien sûr, d'hier pour vous, parce qu'il y a une grande annonce. Mais en vrai, rien n'a changé. Et vous continuez surtout à vivre votre vie. Et même, à la limite, c'est un aiguillon pour pas avoir la flemme et continuer, se stimuler. Tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et c'est bénéfique en plus. Et Augustin ? Donc de manière générale, je pense que c'est vrai que pour prévenir le déclin cognitif, il faut se stimuler tout au long de sa vie. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à le faire. Et alors, évidemment, il faut faire des choses auxquelles on porte de l'intérêt pour que ce soit le plus efficace possible. Et après, il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans l'hygiène de vie. La stimulation cognitive, en effet, les sports de combat où on reçoit des chocs à la tête, ça peut devenir plus tard des facteurs de risque pour le déclin cognitif, pas uniquement pour la maladie d'Alzheimer. Donc il faut voir ça assez largement et très précocement pour espérer un jour que ce soit une maladie qu'on puisse soigner mieux qu'on peut le faire aujourd'hui, même si on a déjà bien avancé sur les 20 dernières années, quoi. Pour autant, attention, quand on parle de stimulation, ça ne veut pas dire se mettre à faire 3 heures de mots croisés par jour. Ça, on sait que ça sert strictement à rien. C'est une forme de violence contre la personne. Au contraire, conserver une activité intellectuelle la plus riche possible et plaisante qui correspond à nos centres d'intérêt. Il n'y a vraiment aucun intérêt à se mettre comme un forcené à faire des sudoku ou autre. Il y a Wendy Wendy qui dit je suis arrivé en cours, je suis navré. Est-ce que la maladie ne touche que les neurones ou c'est aussi les synapses, les cellules gliales? Toi, tu sais, gliales. Qu'est-ce que c'est que les cellules gliales? Alors, en fait, pardon, notre système nerveux, c'est forcément mon incompétence coupable. Mais très schématiquement, on le divise en deux. Il y a les neurones et les cellules gliales, qui sont toutes les autres cellules du cerveau qui, historiquement, étaient vues comme des cellules de soutien. On sait qu'en fait, elles servent à tout un tas de choses. Et les neurones, ils communiquent entre eux par des synapses. C'est leur petit point de communication. Et la maladie touche tout ça. On retient en général le caractère neurodégénératif parce que c'est ce qu'il y a de plus frappant, c'est ce qu'on voit quand le cerveau fond sur l'IRM. Mais en réalité, on sait que c'est une maladie qui cause une inflammation anormale dans le cerveau. On sait que c'est une maladie qui fait que les synapses se dérèglent, perdent de leur efficacité. Donc c'est une maladie globale à l'échelle du cerveau. Il y a Pepper qui dit donc il ne faut pas faire de boxe. C'est la question au médecin, je crois. Alors non, faut-il faire de la boxe? Bien sûr, il ne fait pas de prescription, mais ce qu'on sait, et ça a été très médiatisé dans ces dernières années, c'est que malheureusement, les chocs à la tête, les chaos, ce qui se passe dans le football américain, c'est à risque, même en soi, de conduire à des états de troubles cognitifs sévères. Et donc forcément, si on doit croiser la route de la maladie d'Alzheimer, ça fait mauvais ménage. Il y a un rapport de l'IGAS, pardon, je parle de choses très sérieuses d'un coup. Enfin, c'était très sérieux avant aussi, mais donc je reparle les rapports. Il y a un rapport de l'IGAS publié en juillet qui disait que, en gros, que les EHPAD n'étaient vraiment pas adaptés pour l'instant à la maladie d'Alzheimer. C'est vrai, c'est faux, ça a changé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés au changement rapide du profil des résidents qui présentent de plus en plus de troubles cognitifs, comme la maladie d'Alzheimer. Est-ce que quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, est-ce que sa place c'est dans un EHPAD quand il a l'âge de l'être? C'est quelqu'un qui a besoin d'énormément de personnes autour d'elle. Et disons que le système, si on pense au grand méchant EHPAD qui est géré par un côté plus capitaliste, je parlais des EHPAD de manière générale. En tout cas, moi pour mon grand-père, je l'ai vraiment vu.
il était vraiment livré à lui-même. Après, beaucoup de gens sont livrés à eux-mêmes, mais là particulièrement, 100 personnes pour le visiter la journée, pour prendre le temps de discuter avec lui, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, effectivement, c'est pas un système qui correspond. J'ai vu une différence abyssale évidemment entre l'habitat partagé et l'EHPAD, pour le même prix mensuel cependant. Donc c'est là où l'habitat partagé a toute sa place. Ça coûte évidemment cher, mais c'est le même prix que les EHPAD qui sont quand même très chers pour tout un chacun. Après, j'en ai pas visité 50, donc je sais pas, mais c'est des gens qui ont besoin d'être énormément entourés, énormément choyés, comme toute personne malade. Mais là particulièrement, parce qu'on ne peut juste pas communiquer avec elle de manière normale, donc c'est effectivement compliqué. Il y a sûrement une nuance à ajouter. Je pense qu'en effet, il y a pour les EHPAD, en tout cas, il y a un véritable manque de moyens parce que quand on se retrouve avec une aide-soignante pour plusieurs dizaines de patients, elle ne peut pas être malheureusement au chevet de chacun au même moment et pendant une durée assez longue pour que ça puisse être bénéfique pour elle. Il y a des établissements qui sont un peu plus spécialisés dans ce genre de prise en charge, avec des personnes qui sont formées à ces pathologies-là. Et je pense que la formation aussi permettra à terme de mieux appréhender cette maladie quand on est soignant. C'est pas quelque chose qu'on nous inculque immédiatement à l'école, c'est quelque chose qu'on va apprendre plus par l'expérience. En tout cas, je parle de mon expérience à moi. C'est à force d'y être confronté qu'on l'apprivoise et très peu de formations spécifiques existent aujourd'hui. J'imagine dans le rapport social aux patients, c'est très différent des autres maladies. Enfin, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. Ouais. C'est vraiment à part. D'où le besoin de formation. Oui, d'où le besoin de formation, tout à fait. Juste parce que c'est toujours important d'avoir un peu la vision nuancée. Effectivement, les EHPAD, il y a tellement de marge de progrès. Pour autant, il y a quand même une énorme réticence, et à juste titre, surtout avec ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a quand même des situations où le refus de l'institution coûte que coûte, parce qu'il faut maintenir la personne à la maison, parce que c'est la seule idée qu'on puisse se faire. Ça génère de la culpabilité, je crois aussi. Et s'avère finalement délétère, parce que la situation devient tellement tendue, c'est comme un peu un élastique, et c'est souvent les dents qui fait l'élastique. Elle devient tellement tendue que c'est dangereux, déjà, pour l'un comme pour l'autre. Quand on a deux personnes âgées de 80 ans, dont une, du fait de sa maladie, va confondre le jour et la nuit, par exemple, eh bien, ça devient vraiment dangereux, y compris pour les dents. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de tension, de stress permanent qui s'installe dans le foyer, au sein de l'équipe, avec un effet un peu rétroactif. Le patient est stressé, donc il va mal. L'aidant est stressé de vivre ça, et donc par répercussion, le patient est encore plus stressé. Ils auto-entretiennent leur... Voilà. Et paradoxalement, dans certaines situations comme ça, le moment de l'entrée en institution est un moment salvateur, sous réserve bien sûr que l'EHPAD soit un EHPAD qui accueille la personne dans de bonnes conditions, parce que le patient est rassuré. Si justement il y a les ressources nécessaires, il sait qu'il ne peut plus rien lui arriver, il le sent, il ne le sait pas nécessairement, il le sent. Et l'aidant retrouve du souffle, et surtout le temps qu'ils vont passer ensemble, qui sera beaucoup moins important, ça sera peut-être plus que 2 heures par jour, mais ça sera de nouveau du temps de qualité. Ils se promèneront dans les jardins, et c'est vraiment pas des histoires anecdotiques, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. Donc c'est juste pour apporter un contrepoint. Bien sûr, il y a beaucoup de catastrophes liées à l'entrée en EHPAD, mais il ne faut pas s'arc-bouter contre cette possibilité. Au contraire, il faut plutôt d'ailleurs, si on sent qu'elle doit venir, prendre le temps pour ne pas se retrouver contraint parce que la personne a été hospitalisée soudainement et qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre solution. Prendre le temps de chercher, de trouver l'établissement qui nous convient ou la solution qui nous convient, parce que de plus en plus, ce genre de solutions sont amenées à se développer, et en prenant le temps, on peut trouver la solution qui correspond. La vie à domicile coûte que coûte. Bien sûr, c'est un idéal, mais parfois, c'est un idéal qui se heurte à la réalité. Augustin ? Ouais, je suis totalement d'accord. L'EHPAD est une solution parmi tant d'autres, où les gens font de leur mieux avec peu de moyens. Mais en tout cas, pour corroborer ce que tu viens de dire, c'est très important de ne pas avoir justement de culpabilité à aller chercher de l'aide. C'est quelque chose où au début, on se dit... moi, je me suis mis en mode guerrier. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, avec ma sœur, on va tout faire, on va tout donner, on va faire ça en solo. Et parce qu'on était vraiment livrés à nous-mêmes, on s'est dit tant pis, c'est une tragédie, mais on va essayer on a tout donné. Ça, évidemment, il faut le faire, mais
il faut aller chercher de l'aide à un moment, quoi. C'est hyper important. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont confrontés à cette maladie, qui sont assez réfractaires à ça, qui essayent d'aller au maximum pour garder à la maison. Et c'est vrai que garder à la maison, c'est très noble en soi et c'est super beau. Et ça peut amener des beaux moments, mais ça peut être vraiment délétère, quoi. Ça peut détruire des familles et tout le monde peut s'épuiser, alors que juste se renseigner, contacter les associations France Alzheimer ou autres autour de nous, voir les offres qui existent dans le voisinage ou même un peu plus loin, ça peut faire un bien fou et il ne faut pas avoir de culpabilité par rapport à ça, vraiment. Et je pense que c'était très juste aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut plutôt anticiper ce genre de démarche pour justement ne pas avoir à se retrouver dans l'urgence d'un placement en structure, en habitat partagé ou en EHPAD. Et ça permet de mieux le vivre en tant qu'aidant. Ça permet aussi peut-être d'avoir l'adhésion de la personne qui est aidée. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile à faire comme démarche. Il y a Oslo qui, pardonnez-moi, il y a Oslo qui pose une question. Alors, ça sort un petit peu de notre sujet, mais ça en fait quand même partie. Oslo qui demande, y a-t-il des discussions sur la fin de vie une fois le stade de la maladie trop avancé? Et si oui, à quel moment le malade doit prendre des directives dans les stades de la maladie? Il pose la question du consentement, je crois. Ou des directives anticipées Ou des directives qui anticipées. peuvent être rédigées à n'importe quel moment de la vie. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, effectivement, j'aurais parlé des directives anticipées. C'est une question, c'est une boîte de Pandore, hein, cette question. C'est un sujet à part entière. Voilà, c'est un sujet à part entière. Et quand ça peut faire l'objet d'un stream. Hein, mais... Si on pose cette question chez des personnes qui ont des troubles cognitifs, ça devient encore plus complexe à aborder. Mais effectivement, la réponse univoque, c'est les directives anticipées. Quand on se sent encore suffisamment bien pour exprimer ses souhaits, à ce moment-là, c'est parfait. Avec le petit bémol, il y a eu des histoires dont on a entendu parler, que ce qu'on voulait quand on était dans un certain état cognitif peut être différent de ce qu'on voudra quand on sera dans un autre état cognitif, parce que contrairement à ce que nous on imagine, ce qu'on peut projeter, c'est pas parce que on n'est plus trop capable de parler et qu'on se souvient de rien qu'on est obligatoirement malheureux. Il y a des gens qui sont tout à fait heureux malgré la maladie. Voilà. Il y a plein de questions philosophiques autour de ça. Est-ce qu'on peut s'autoriser à créer une fiction avec la personne qui est malade d'Alzheimer, dans la mesure où elles ne se rendent pas compte du réel? Qu'est-ce qu'on... Oui, alors une fiction, c'est large, mais... Non, mais c'est pas lui faire une fiction, c'est la laisser peut-être un peu dans son monde et y participer d'une certaine manière. Moi, j'étais complètement là-dedans, ouais. Comme au début, j'avais cette mentalité d'être plutôt sérieux et guerrier, comme je disais. Puis rapidement, j'ai switché un peu et je suis parti sur un mode de prendre ça presque à la dérision. Enfin, de toute façon, la réalité est déformée, donc... ça devient une fiction. La réalité devient déjà une fiction. Donc, autant continuer dans ce mode-là. Et je suis parti sur je peux même encourager un peu les gens à essayer de plaisanter de ça, en tout cas de le détourner un peu pour que ce soit plus agréable. Pas toujours être dans le « qu'est-ce que tu as dit ?» être dans la répétition permanente qui va rendre fou, parce que ça va être un cercle infini. Après, moi, c'est personnel, mais je suis musicien et j'ai du coup, comme j'ai développé quelque chose par le toucher, je l'ai particulièrement fait par la musique. Et ça m'a apporté pour moi les plus beaux moments avec ma maman. Je l'avais déjà fait avec mon grand-père quand il était dans son EHPAD. Une des très bonnes choses de cet EHPAD de Bagnolet, c'est qu'il y avait un piano. Et comme je m'ennuyais, là j'étais vraiment jeune, je m'ennuyais à aller voir mon papy malade à l'EHPAD, je jouais des trucs. Et en fait, je m'étais retrouvé avec des groupies, mamie, Alzheimer autour de moi qui étaient ravis que je leur joue La vie en rose et autres. Et c'est vrai que ma maman qui était très férue de musique, mais comme on l'est à peu près tous, si quelqu'un a des habilités à jouer d'un instrument ou à chanter ou à faire quoi que ce soit, c'est énorme. La musique sur les patients Alzheimer, c'est vraiment énorme, parce que la personne ne peut plus parfois vous nommer, vous citer ce qu'elle a fait dans la journée ou vous parler d'un futur proche. En revanche, elle se souvenait des paroles des chansons à fond, des mélodies. Ensuite, les paroles sont un peu parties, mais restaient toutes les mélodies, même de chansons que je soupçonnais pas du tout. Et donc, en fait, il y a des moments où j'allais la voir, mais je lui parlais plus du tout, quoi. J'arrivais, je posais un petit piano électrique que j'avais acheté, et c'était parti pour 2 heures de musique. Et ça lui donnait une joie, mais toute la journée, elle était prostrée, elle était frustrée, elle était enterrée en elle-même, comme ça. Et la musique, ça la faisait sauter, ça la faisait danser, ça faisait venir les autres personnes de l'habitat partagé, et on faisait la fête comme ça. Et c'était hyper important. Donc, c'était une fiction que je crée un peu par la musique, qui était chouette. Moi, j'ai une question pour tous les trois. Parce que vous allez pouvoir y répondre chacun à votre manière, comment on fait pour aider un aidant? On a tous quelqu'un autour de nous qui est aidant de quelqu'un, avec plus ou moins de proximité avec la maladie, pour qui c'est compliqué.
Il y avait eu des questions en ce sens dans le chat notamment. On l'écoute pour commencer, avec l'esprit ouvert, sans jugement, parce que c'est déjà suffisamment difficile à vivre pour ne pas avoir besoin d'être jugé en supplément. Tout est entendable, la fatigue, l'épuisement. Il faut aussi qu'on soit, nous, en tant que soignants, vigilants à prévenir de la négligence. Qu'on puisse aussi être capable d'accompagner les personnes dans la compréhension de la maladie et des symptômes pour pouvoir les aider du mieux possible. Je pense que ça commence vraiment par l'écoute. Docteur ? Oui, je peux que appuyer ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire au quotidien. En tant que médecin, on explique. On explique les symptômes, on explique les incompréhensions et on peut aussi tirer des parallèles pour déculpabiliser. Chacun fait comme il peut, fait du mieux qu'il peut. Parfois, ce qu'il pense être le mieux s'avère pas l'idéal, et puis on aide à le comprendre éventuellement avec toutes les approches d'éducation thérapeutique, par exemple, et les aidants le font très bien par eux-mêmes dans les groupes de parole qui sont souvent des espaces très, très précieux pour eux. Mais j'ai l'impression que moi, en tant que médecin, en plus de cette écoute, c'est surtout de donner des explications pour comprendre. Voilà, je passe facilement 10 à 15 minutes lors de ma consultation d'annonce ou la suivante autour de cette question d'anosognosie, parce que c'est souvent un problème majeur, source de souffrance pour l'un comme pour l'autre, par exemple. Augustin, toi, t'aurais aimé qu'on t'aide mais t'as peut-être été très bien aidé d'ailleurs comme aidant. Non, ça a été très bien dit à ma droite. Je pense qu'on aide, comme tu l'as dit, avec beaucoup de douceur et de compréhension, d'écoute, et aussi de dédramatisation. C'est une maladie que souvent de l'extérieur, quand on n'est pas confronté dans sa famille, qu'on prend mal. Et on a tendance à pas comprendre et à le faire ressentir. Et il faut essayer de le rendre la chose la plus normale possible et la plus calme. Et si on veut vraiment aider, donc ça c'est un premier pas, si on veut vraiment aider, on accompagne aussi. Genre, moi je faisais jusqu'au bout, on faisait des nouvel an avec ma maman ou avec mes amis, parce qu'on a une petite maison à la campagne. Et mes amis étaient super gentils et ils faisaient tout pour la faire danser, jouer au ping-pong avec elle, lui parler vraiment comme une personne qui est pas malade et lui faire passer son meilleur nouvel an. Et juste accompagner dans des activités, dans des sorties, être tranquille, prendre le bras, se balader dans la rue, faire comme si vraiment il n'y avait pas de maladie, tout allait bien, et ça fait du bien à tout le monde et particulièrement aux aidants. Ça permet de passer des moments un peu plus normaux. Est-ce que j'ai oublié de vous poser une question, chers amis, puisque je vois que l'heure tourne. Qui veut le mot de la fin? Il y a des questions peut-être des questions, je les ai posées plus ou moins. On a notamment, il y avait Léon qui disait, on a vu un ancien reportage sur une dame très âgée atteinte de démence sénile non étiquetée, pas spécialement Alzheimer en l'occurrence, qui était pianiste et pouvait encore parfaitement jouer alors que les déficiences cognitives étaient très avancées. C'est surprenant ça? Non, pas spécialement, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est des circuits différents qui vont être touchés de manière plus ou moins importante, et tout ce qui est connaissance et encore plus savoir-faire est longtemps préservé dans la maladie d'Alzheimer. C'est la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour cette année? Vous allez me dire un traitement? Cette année 2023, pour 2024, oui, la mise sur le marché des traitements, je pense que c'est ça qu'il faut souhaiter. Et l'avancée de la recherche pour toutes les prochaines années aussi. Et de la discussion comme on fait là, de l'ouverture et de la bienveillance sur ce sujet, pour le mieux l'apprivoiser et l'appréhender. Merci Augustin, merci Lucie, merci Emmanuel, merci à vous dans le chat bien sûr. Revenez évidemment quand vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler de la maladie d'Alzheimer, parce qu'elle touche énormément de gens, mais on en reparlera, c'est promis, pas qu'une fois par an. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, donc merci pour vos lumières. Revenez quand vous voulez vraiment. Dès demain. Dès demain, si tu veux. Mais demain, c'est vendredi. Demain, il n'y a pas de stream. Merci à Mathis à la programmation. Merci à Cyril à la réal. Merci à Stéphanie, la graphiste de l'émission. Parce que je ne suis pas tout seul pour fabriquer le stream. Sinon, il ne ressemblera pas grand-chose sans ces chouettes personnes. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent le réécouter avec les oreilles, donc, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Il n'y aura pas de stream demain, parce que demain c'est vendredi, qu'après c'est le week-end. Mais comme toutes les semaines, on se retrouve lundi. Mathis, qu'est-ce qu'on a au programme
Lundi soir, de 18h à 19h. Mathis, le programmateur de l'émission. Oui, donc on se retrouve lundi prochain, 18h, 19h à la même heure, et on parlera de migration pour faire suite à l'afflux de migrants à Lampedusa. Et on essaiera de voir un peu comment est-ce qu'il faut gérer cet afflux massif de migrants, que ce soit au niveau européen, donc par l'Union européenne, et au niveau national, mais aussi au niveau local. On aura des acteurs, actrices qui vraiment aident les migrants et les demandeurs d'asile en France dans leur quotidien. Donc c'est la semaine prochaine, lundi, 18h, 19h. Merci Mathis, donc 18h-19h, donc même endroit, même heure. Mathis vous l'a dit, ce ne sera pas de bonne heure, mais comme toujours de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, puis surtout un chouette week-end. Salut à toutes et à tous, et à lundi, salut.